Madame Fadila Lanan, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous terminez votre deuxième mandat à la tête de ce ministère. Chose assez exceptionnelle d'avoir un aussi long mandat pour avoir la chance, je dirais, d'implémenter dans le paysage de la communauté française une vraie politique culturelle. Alors peut-être avant d'aborder cette question-là, j'aurais voulu vous faire réagir directement sur le dossier que nous avons déjà publié samedi. C'est un petit peu prendre le pouls de la réalité culturelle de terrain. Et donc là, on s'est retrouvé avec une dizaine, quinzaine, voire vingtaine d'opérateurs culturels qui sont à la fois un peu pris à la gorge, je dirais, par le montage institutionnel de la capitale qui aujourd'hui semble de plus en plus difficile à vivre pour les acteurs de terrain. Je voulais vous demander votre sentiment par rapport à ces niveaux de pouvoir, 8 au total, qui ont des compétences culturelles. Comment est-il possible aujourd'hui, avec cette réalité-là, d'impulser véritablement une politique culturelle sur Bruxelles ? Moi, je pense que les compétences culturelles sont des compétences communautaires. Les communautés, donc, agissent dans ce cadre-là. Bruxelles a cette particularité que c'est une région, une capitale internationale qui est majoritairement francophone, ne l'oublions pas. Je sais qu'il y a tout un débat sur Bruxelles par rapport à des opérateurs qui se sont regroupés, le réseau des arts notamment bruxellois, qui ont des ambitions et ont une intention même que les compétences culturelles puissent être gérées par la région bruxelloise elle-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un schéma institutionnel qui est assez compliqué. C'est vrai, beaucoup d'autorités gèrent la culture, et tant mieux finalement qu'il y ait autant de possibilités de financement particuliers qui ne sont pas contradictoires, qui s'additionnent les uns aux autres, avec évidemment des législations et des réglementations qui sont initiées par certains pouvoirs, et notamment ce sont les communautés qui agissent dans ce cadre. Et donc, je crois que les communautés doivent avoir une vision territoriale de la politique culturelle pour bien agir sur chaque territoire. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, dans ce cadre, moi, j'ai lancé les assises de développement territorial pour les politiques culturelles, qui est vraiment de mettre en place un diagnostic. Quels sont les lieux, quelle est l'offre culturelle sur la région bruxelloise notamment, pour aussi mieux servir après, ultérieurement, lorsque les moyens financiers le permettent, de pouvoir combler les lacunes, combler les faiblesses de ces territoires. Mais est-ce que ça devient structurel? Parce que le problème chez beaucoup d'opérateurs, c'est pas qu'ils ne se parlent pas entre eux. Il y a même aujourd'hui une entente de plus en plus, je dirais presque fraternelle entre les différents opérateurs, qu'ils soient flamands ou francophones. Mais on a l'impression que structurellement, ça ne suit pas, à part à Flagey, qui est l'un des rares exemples où les différents niveaux de pouvoir travaillent ensemble, c'est généralement du ressort de la bonne volonté des uns et des autres. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour que le miracle Flagey, parlons de miracle Flagey, puisse aller plus loin? Est-ce que vous pensez que cette réflexion sur les assises est suffisante? Eh bien, moi, je pense qu'en tout cas, c'est important de participer à cette réflexion des assises. Mais vous le savez aussi, avec ma collègue flamande, nous avons signé un accord de coopération entre nos deux entités pour mieux travailler ensemble, pour faire en sorte que les opérateurs puissent avoir un cadre juridique et sécurisé et financier pour travailler encore mieux ensemble. Moi, ce que je crains dans tout ce débat aujourd'hui par rapport aux opérateurs bruxellois, c'est qu'on essaye en fait de réduire l'existence et la présence francophone de Bruxelles. Moi, je voudrais réaffirmer, oui, j'en suis persuadée, en tout cas. L'idée, c'est de dire que Bruxelles est une capitale internationale, donc, qui est composée d'un certain nombre de minorités culturelles, et que finalement, ces minorités sont noyées dans Bruxelles, et que le français n'est plus vraiment la langue majoritaire. C'est faux. Il faut regarder comment est-ce que les gens remplissent leurs déclarations fiscales. Vous avez 93% des déclarations fiscales sur la région bruxelloise qui sont complétées en français. En français, Monsieur Flamand. Donc c'est important de maintenir l'idée que la capitale est une capitale majoritairement francophone, mais bien sûr pas dans une espèce d'intolérance ou de repli sur soi, mais c'est le français qui est majoritaire. Mais évidemment, moi je suis en faveur de la diversité culturelle et je pense que toutes ces minorités culturelles, elles doivent pouvoir s'exprimer. Mais la base, elle est francophone. Par rapport au français qui est effectivement et restera majoritaire, mais est-ce que cela reste une référence culturelle ?
C'est-à-dire, est-ce que est-ce que le français n'est-il pas juste aujourd'hui, pour une grande partie de la population, citons les chiffres, on est sur plus de 50% aujourd'hui de gens d'origine émigrée. Qui parlent français, mais est-ce que leur champ culturel de référence est la culture française? Toute la question est là, pour reconnaître ou non cette diversité culturelle bruxelloise. Mais la région bruxelloise est une région mixte, cosmopolite, et c'est sûr que l'idée, ce n'est pas de dire que le français doit être la principale ou la seule langue qui doit être véhiculée dans le domaine culturel. Pas du tout. Mais je ne veux pas qu'on essaye de noyer, ou en tout cas de diminuer cette présence et cette majorité francophone parce que, justement, on a d'autres ambitions. Aujourd'hui, l'idée de certains opérateurs bruxellois, entre guillemets, ce serait que l'on s'exprime en anglais, finalement, que les programmes soient déclinés en anglais, que l'on sous-titre en anglais, parce que le français, finalement, c'est une minorité, puisque toutes les populations d'origine étrangère ne sont pas francophones, vraiment. Ils parlent d'autres langues à la maison. Mais moi, je voudrais que l'on parle de la langue qui est parlée majoritairement à Bruxelles. Et cette langue, c'est le français. Et donc, bien sûr, moi je suis pour un dialogue avec les Flamands. J'ai toujours trouvé extraordinaire que la région bruxelloise soit une région bilingue et je respecte ça avec beaucoup de respect. Mais en même temps, je n'ai pas envie qu'on se fasse manger par certains parce que l'on estime que Bruxelles n'est pas... Ceci dit, on se demande si aujourd'hui Bruxelles reste une priorité pour la Flandre, en tout cas au niveau culturel. Et beaucoup de culturels flamands ont très très peur que tout cet investissement énorme et qui a porté des fruits exceptionnels en termes de création, aujourd'hui se reporte plutôt vers la Flandre, vers la Flandre, et qu'aujourd'hui on a deux logiques culturelles avec la régionalisation qui se marque plus par une sorte de repli chacun dans son camp, et que Bruxelles reste encore une fois des deux côtés un peu la perdante du débat. Et c'est pour ça que je vous dis que le débat sur la régionalisation de la culture est dangereux. Et que si l'on continue dans cette voie, on sait qu'à un moment donné, sans doute, la communauté flamande n'aura plus envie d'investir sur Bruxelles. Et donc, je crois que vraiment, au niveau de la culture, c'est important que les communautés restent le pouvoir principal. Et c'est pas parce que je suis ministre de la Culture, mais je pense essentiel que la culture, c'est quelque chose qui dépasse des frontières. Et donc, je crois fondamentalement, et sans doute avec l'accord de coopération culturelle qui a été signé entre nos deux communautés, on va renforcer le travail de collaboration entre les opérateurs et qu'il faut évidemment tenir compte de la réalité territoriale de Bruxelles, que c'est une grande capitale, qu'il y a des minorités qui viennent de partout dans le monde, qu'il y a des communes riches et des communes pauvres, qu'il y a des quartiers défavorisés et d'autres moins. Et tout ça, il faut en tenir compte et que dans le cadre du développement de politique culturelle, ces éléments-là doivent être mis sur la table. Mais attention... Comment on s'en donne l'ambition? Parce qu'on a l'impression que dans les quartiers défavorisés, on a besoin de beaucoup d'interculturalité, et celle-là, elle est un peu invisible aujourd'hui. Et à l'inverse... C'est pas vrai. À l'inverse, il y a une dimension sur l'Europe qu'on ne ressent pas. On a l'impression que cette ville n'arrive pas... Et par effet de miroir, les communautés européennes ne le font pas non plus. On a l'impression que ce capital-là, qui est d'être capital culturel, n'est pas valorisé par les différents échelons de pouvoir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, malgré tout, renforcer la région? D'ailleurs, elle le sera, puisque le tourisme va devenir une compétence régionale. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin pour se donner une dimension supplémentaire entre guillemets, digne de cette ville? Moi, je pense effectivement le tourisme, l'image de Bruxelles sont des politiques qui permettent de mettre en évidence un certain nombre d'événements de type culturel et artistique. Mais je crains vraiment que si, à un moment donné, on régionalise les politiques culturelles, on se coupe vraiment, je pense, de cette solidarité qui est importante au niveau des deux régions que sont la région wallonne et la région bruxelloise dans leur dimension, je dirais, francophone. Je crois vraiment aujourd'hui que quand on est dans le domaine culturel, même si on a des réalités différentes, c'est vrai que quand on est bruxellois, on n'est pas liégeois et on n'est pas carolo. Il y a des différences. Mais en même temps, quel est le lien
entre nous, c'est cette langue française. Alors bien sûr, pas dans un repli identitaire ou dans une espèce de ghettoisation de la langue française. Au contraire, parce que d'ailleurs, tout le développement des politiques culturelles de langue française ont un axe qui est de dire que la langue française, elle doit être un élément d'intégration de l'ensemble des populations qui sont sur le territoire, quels qu'ils soient, que ce soit les primo-arrivants, comme les fonctionnaires internationaux, les fonctionnaires européens, mais aussi les fonctionnaires d'institutions internationales. Je crois vraiment que c'est le lien fort entre nous tous. Et que si l'on n'est pas dans ce schéma-là, le risque est vraiment que l'on perde. Et on sait que quand on transfère des compétences, on fait les choses autrement, on les fait sans doute moins bien aussi. Et on perd, je pense, en termes de qualité et de solidarité. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Et donc, bien sûr, je dis qu'il faut tenir compte du fait régional et du territoire, parce que les réalités qui existent dans la Wallonie rurale, par exemple, ne sont pas les mêmes que dans les grandes villes wallonnes ou à Bruxelles. Donc c'est sûr qu'on doit avoir une vision claire, et sans doute c'est la même chose pour l'enseignement. Mais aller jusqu'à régionaliser les politiques culturelles me semble vraiment dangereux. D'accord. Alors, pour revenir sur cet accord de coopération entre la Flandre, la communauté flamande et la région de Wallonie-Bruxelles, ça va se marquer comment? Est-ce qu'il y aura une compétence budgétaire à travers cet accord, ou bien c'est purement symbolique et juridique au sens où ça viendrait étayer des accords qui seraient passés entre des institutions des deux communautés? Je crois qu'il faut quand même souligner... Il y a une demande du secteur bien sûr. Par rapport à ça. Il faut souligner d'abord qu'obtenir un accord de coopération dans le contexte que l'on connaît, sachant qu'en Flandre, le gouvernement était composé notamment de nationalistes, c'est déjà, je pense, un symbole fort que l'on ait pu aboutir. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Par ailleurs, c'est vrai qu'il est important d'aboutir de manière symbolique et fort sur un cadre précis qui permettait de stabiliser et de sécuriser juridiquement le travail qui était réalisé par nos opérateurs. Puisque, heureusement, nos opérateurs culturels n'ont pas attendu d'avoir un accord de coopération pour agir, pour travailler ensemble, pour établir des collaborations et des synergies. Donc ça, je pense que, heureusement, les choses se faisaient quand même avant. Mais ici, ce cadre permet de donner un cadre juridique. Pour ce qui concerne le financement et l'enveloppe budgétaire, nous sommes dans un contexte où il était impossible de mettre une enveloppe dédicacée à ces projets-là. Mais bien sûr, dans le cadre de nos enveloppes respectives, de chaque communauté, évidemment, des moyens doivent être déclinés pour pouvoir répondre aux missions qui sont établies dans cet accord de coopération, notamment l'échange de fonctionnaires, la mise en place d'agendas communs, des bourses pour des artistes et des résidences pour des artistes respectivement de chaque communauté. Enfin, tout ça, évidemment, c'est prévu dans nos budgets respectifs, mais pour l'avenir, et en espérant bien sûr que le contexte économique soit plus favorable, il faudra prévoir évidemment des enveloppes qui permettent vraiment de décliner des projets dans le cadre de cet accord de coopération. Très bien. Pour revenir justement au côté économique, c'est vrai que les opérateurs, en auscultant un petit peu votre bilan de 10 ans, font vraiment très fort la part des choses entre les deux mandats. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, la crise de 2008 vous est tombée dessus comme les autres ministres. Je dirais, aujourd'hui, il y a une très très grande crainte au niveau des artistes de terrain d'être vraiment un peu laissés pour compte. C'est vrai qu'il y a une volonté d'épargner les structures autant que faire se peut. Bon, il y a eu un débat sur les aides à la création, mais ça a été plus ou moins résolu. Maintenant, il y a cette crainte du fait que les opérateurs ayant leur budget gelé et voyant leur frais de fonctionnement augmenter d'un côté, et puis les artistes voyant d'autre part leur statut compliqué ou parfois remis en cause, on a véritablement une très très grande inquiétude du milieu qui se sent très fragilisé. De 2004 à 2009, vous vous souviendrez que le budget de la culture a augmenté de plus de 40%. On était dans un contexte économique qui était beaucoup plus favorable. De 2009 à 2014, dès 2009 et l'installation de ce gouvernement, nous avons procédé à des économies. Toutes les années, nous avons fait des économies dans tous les secteurs, la culture aussi. On s'en est rendu compte au niveau de la culture qu'en 2011, au moment où j'ai été reprendre des moyens à l'aide à la création, et le problème n'a pas été plus ou moins réglé, il a été réglé complètement puisque j'ai remis l'ensemble de l'enveloppe dans l'aide à la création, donc il n'y a plus aucun souci à ce niveau-là. Malgré le contexte d'économie de 2009 à 2014, le budget de la culture a augmenté de 10%.
Alors, oui, ça, c'était 10% prévu, par rapport à prévu dans 2009. les anciens contrats-programmes de l'ancienne législature. Mais il y a quand même un Il y a gel, une il y a un augmentation, gel des donc dotations. vous regardez dans les pays voisins, vous avez des diminutions dans le budget de la culture. Chez nous, le budget augmente de 10%. Alors évidemment, ces 10% ne permettent pas d'absorber les augmentations de catégories, les nouvelles reconnaissances liées au nouveau décret, etc. Ça, c'est vrai. Mais dire que le budget a été diminué, c'est faux. Il a augmenté de 10%. Pour l'avenir, c'est clair que tout le monde est inquiet, mais dans tous les secteurs. Que c'est vrai, pendant plusieurs années, on n'a pas eu d'indexation, qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative de budget, et que toutes les économies et tous les efforts, je les ai réalisés sur les budgets d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on n'a plus fait de construction de nouveaux lieux culturels, qu'on n'a plus fait de rénovation, que j'ai aussi fait des économies dans le cadre du budget des équipements. Pour protéger quoi? L'emploi et la création. Voilà. Alors c'est sûr que pour l'avenir, on va devoir encore sans doute se serrer la ceinture. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a maltraité le secteur de la culture. Moi, je me suis battue à chaque budget, à chaque ajustement budgétaire pour obtenir des moyens supplémentaires. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu de coupe sombre dans mes budgets. J'ai simplement fait l'effort, comme tous mes collègues, dans tous les domaines. Et demain, il faudra continuer sans doute à faire des efforts. Mais en même temps, je pense qu'en mettant en place des dispositifs réglementaires et légaux, ça permet aussi de sécuriser un certain nombre d'opérateurs. Je pense au secteur du cinéma, je pense au secteur des centres culturels, je pense aux bibliothèques publiques, aux centres d'expression et de créativité, à l'éducation permanente. Ces dispositifs légaux que moi j'ai mis en place permettent aussi d'assurer une sécurité juridique. Parce que quand le ministre du budget me dit « tu dois faire un effort et tu dois diminuer d'autant tes budgets », quand j'ai un cadre décrétal, je peux protéger les opérateurs qui sont soumis à ce cadre décrétal, parce qu'ils ont des contrats-programmes qui sont des engagements forts. Mais est-ce que ce n'est pas au détriment des artistes qui font la vie culturelle et la vie culturelle de demain? En quoi c'est au détriment des artistes, puisque on protège l'emploi et la création augmente et que fatalement l'activité diminue, l'activité artistique. Alors moi je crois qu'il y a... Et ça crée un sentiment aussi où l'opérateur aura moins l'envie de prendre des risques par rapport à des créations. Et donc, au niveau des jeunes créateurs, on a vraiment un souci aujourd'hui. Moi, je pense que la réflexion, et moi je l'ai dit d'ailleurs dans le cadre de tout le débat sur l'aide à la création, qu'à un moment donné, les opérateurs culturels doivent aussi prendre leurs responsabilités. Dans le cadre du contrat-programme qu'ils ont, donc ils ont des moyens financiers importants, avec un lieu à disposition en général. Ils ont des missions de service public, avec des exigences en termes de création, en termes d'emploi. Moi, je crois que ce dispositif-là, il faut le renforcer. D'ailleurs, l'ensemble des directeurs de théâtre ont tous soutenu le mouvement des aides à la création des artistes qui se plaignaient d'avoir été diminués. Eh bien, j'estime qu'ils doivent contribuer, eux aussi, à l'emploi et à l'emploi artistique et à la création artistique. Mais de quelle façon aussi, Monsieur Flamand? J'estime que lorsqu'on crée une œuvre, quand vous jouez 3 fois cette œuvre, alors que vous avez obtenu un financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un financement important et sans doute une coproduction d'un opérateur, jouer 3 fois me semble insuffisant. Je pense que le débat doit aussi se faire sur le nombre de représentations qui sont faites des créations. Alors peut-être qu'il va falloir à un moment donné réfléchir sur combien de créations il faut faire par an. Peut-être on en fait trop, peut-être que l'offre est trop importante par rapport aux besoins, par rapport à ce que l'on peut absorber en tant que citoyen, consommateur ou participant à la culture. Il y a un choix qui devrait être fait. Un choix de société qui doit être fait. Je crois aussi que dans le cadre du débat qui se fait au niveau du renouvellement des contrats-programmes... Voilà, mais là, voilà. J'interrogeais Isabelle Mérag, donc députée écolo, qui dit que vous n'avez pas été assez loin. Assez loin comment? C'est reporté sur la prochaine législature. Mais reporté pourquoi? Pas de ma faute. Reporté pourquoi? J'ai un échéancier que j'établis en disant je veux que l'ensemble des contrats soient revus à un certain moment à la même date. Oui. Pour justement remettre tout le monde à égalité. Ça, c'est des règles de bonne gouvernance que Mme Mérag apprécie. Elles sont respectées. Je donne ce calendrier à mes services. Il y a tout un calendrier qui est établi de dépôt de dossiers, d'examen des dossiers, de mise à l'instance d'avis, etc. La première chose qui se passe, c'est que les opérateurs eux-mêmes demandent à avoir un délai supplémentaire de remise des dossiers. C'est eux qui le demandent, c'est pas moi.
Il demande un délai supplémentaire parce que c'est trop court. OK. Puis il dépose le dossier, ça prend du temps bien sûr à être examiné, puis ça arrive à l'instance d'avis, puis l'instance d'avis dit « Ouh là là, on en a beaucoup à examiner, on n'a pas le temps de voir tout pour terminer ». Et puis on me demande, l'instance d'avis me demande « On aimerait bien rencontrer quelques opérateurs ». Bah non, ça je ne suis pas d'accord. Soit on rencontre tous les opérateurs qui ont déposé un dossier, soit on rencontre personne. Mais rencontrer, faire du shopping de rencontres, ça je ne suis pas d'accord. Parce que dans le cadre du renouvellement et des nouveaux contrats, des conventions qu'on a réalisées pour les compagnies, que s'est-il passé? On arrive à un échéancier commun, on a l'instance d'avis travail dans les délais et je reçois l'ensemble des décisions. Et puis, on se rend compte en fait que l'une ou l'autre décision n'est pas suffisamment motivée. Moi, je décide sur base d'un avis qui m'est remis. Et donc, du coup, ma décision n'est pas bien motivée, notamment pour le festival de Silly, le théâtre ouvert. Je ne veux pas que ça se reproduise au niveau des contrats programmes des théâtres. Je veux une sécurité juridique. Et une sécurité juridique totale. Donc, le CAD qui me demande à voir quelques opérateurs, mais pas tous, ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on met un danger à la sécurité juridique. Donc, dire aujourd'hui que je n'ai pas été au bout du processus, ce n'est pas moi qui n'ai pas été au bout. C'est que je ne reçois pas les avis dans un délai raisonnable qui me permette de décider avant la fin de la législature. Mais alors, est-ce qu'il faut... Donc, voilà. On est devant le fait accompli. Est-ce qu'il faudra lier... C'est moi qui suis devant le fait accompli. Malheureusement, j'aurais préféré partir avec ça derrière moi. Est-ce qu'il faudra lier les missions au financement, c'est-à-dire pour aider, être plus efficace dans l'aide à la jeune création? Je l'ai dit. On a l'impression que parfois, il y a trop de budgets qui sont dilapidés, entre guillemets, en budget de fonctionnement. Je vais vous dire, je l'ai dit au mouvement de l'aide à la création. Je dis mouvement parce que ça regroupe beaucoup de catégories, hein, mais je dirais aux jeunes créateurs que ce sera l'exigence. Alors maintenant, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout du processus, donc ce sera sans doute le prochain gouvernement qui devra le réaliser. Mais moi, j'estime que cette part de soutien apportée aux jeunes créateurs, elle doit être renforcée dans les nouveaux contrats programmes. Ça, je pense que c'est tout à fait essentiel. Et qu'il doit y avoir une réflexion sur le nombre de créations et sur le temps qu'elle reste en diffusion dans les théâtres. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Au niveau justement du statut de l'artiste, évidemment, ça ne dépend pas directement de vous, mais plutôt de mesdames Anke Links et Monica de Koning. Certains vous reprochent, notamment la plateforme des artistes Smart, de ne pas avoir été suffisamment proactive pour essayer de créer une vraie courroie de transmission entre le fédéral et la communauté. Je l'ai fait, c'est ridicule. On dit que ça a été fait de manière un peu sporadique, un peu disparate. Comment ça, disparate? Quand on est compétent, quand moi je suis compétente dans mon domaine, je fais tout ce que j'ai à faire et je prends mes responsabilités. Ici, je ne peux être que le porte-voix par rapport à la problématique chômage. Et je voudrais dire que d'ailleurs cette problématique, elle concerne plus spécifiquement Monica de Koning, qui, vu son administration de l'ONEM, qui réinterprète en fait la circulaire ONEM, notamment sur les artistes, mais pas simplement sur les artistes, hein, je veux dire, ça touche à d'autres travailleurs, il faut quand même bien le souligner. Voilà. Et donc j'interviens pour attirer l'attention et pour mettre une espèce d'alerte concernant la situation des artistes, puisque ces derniers viennent me voir un à un pour m'expliquer leur situation. Certains se voient exclure du dispositif chômage. Le but des artistes, c'est pas d'être chômeur. Ça, je voudrais quand même bien le rappeler. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas pour vocation d'engager l'ensemble des artistes qui sortent des écoles d'art. Ça, c'est aussi pas du tout du domaine de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'ai-je fait pour, au-delà, je dirais, du travail de porte-voix vers le fédéral, et où je n'ai pas de prérogative, je n'ai pas la maîtrise du champ de travail? J'arrive à convaincre Mme Onkelings qu'au niveau, et elle le fait de façon tout à fait précise, elle met en place la commission artiste qui aura pour vocation de donner un espèce de certificat d'artiste pour les cas individuels. Je réussis à y mettre des membres et Mme Onkelings accepte d'y placer des représentants de mes secteurs au niveau de la Fédération de Bruxelles qui connaissent le travail artistique et qui peuvent le définir.
Parce que c'est vrai, pour l'ONEM, les fonctionnaires du chômage ne savent pas que peut-être les artistes peuvent travailler 10 jours d'affilée, puis pendant 2 mois, il n'y a plus rien. Ils vont un peu créer, puis ils vont être au chômage, c'est très compliqué. Donc c'est parfois difficile, je pense, pour les fonctionnaires ONEM de comprendre la difficulté, la complexité du métier d'artiste. Mais au-delà de ça, malgré le contexte économique, je mets quand même le guichet des arts en place, qui est demandé d'ailleurs par l'ensemble des secteurs et qui a aussi pour vocation d'être un accompagnant, un conseil, une aide juridique pour les artistes, pour vraiment essayer qu'ils trouvent leur chemin dans ces méandres administratifs. Alors dire que je n'ai rien fait ou que j'ai mollement agi, c'est déjà opérationnel, c'est ridicule. Ça, mais bien sûr que c'est opérationnel et ils seront basés à la Bellone. Je pense que vraiment, attendez, on dit tout et n'importe quoi en ce moment. Je reçois parfois des messages sur Facebook qui disent « Vous ne faites rien pour le statut de l'artiste ». Attendez, ça ne relève pas de mes compétences. Et si ça relevait de mes compétences, j'agirais. Je prendrais des décisions. Mais ça ne dépend pas de moi. Donc, je peux faire le porte-voix, mais attendez, on est dans un système institutionnel qui est compliqué. Ce n'est quand même pas de ma faute. Mais quand je peux agir dans mon domaine, je le fais. Et donc, malgré le contexte économique, je mets en place le guichet déjà. Attendez, il ne faut quand même pas exagérer, hein. Alors, pour revenir à des politiques culturelles qui datent déjà de votre premier mandat, volonté d'ouvrir à des secteurs plus diversifiés qui n'étaient pas représentés jusqu'à présent et avoir plus de médiation culturelle. Est-ce qu'on a déjà, je dirais, une analyse de l'impact que ces politiques ont eu? Est-ce que en termes notamment de médiation culturelle, est-ce qu'aujourd'hui on peut voir que de nouveaux publics, ou en tout cas qu'il y a une participation différente à la culture, voilà, qui soit peut-être un petit peu moins, entre guillemets, élitiste? Mais moi, je vais vous dire, pour moi, ça a été une grosse priorité. L'accessibilité de la culture de la même manière que la participation. Autre objectif qui était dans mes priorités, c'est la diversité culturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est aussi d'établir et d'avoir un regard, on en a discuté tout à l'heure, sur le développement territorial et avoir une vision territoriale, mais aussi d'assurer la gouvernance et de meilleures règles de gouvernance. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans tous les dispositifs légaux qu'on a pris. Pour ce qui concerne la médiation culturelle, et notamment la médiation vers les publics jeunes et enfants, parce que pour moi c'est essentiel, quand on fabrique des citoyens qui sont initiés ou sensibilisés à la culture, on en fait des citoyens adultes qui vont être des voraces en matière culturelle. Je regarde l'Observatoire des politiques culturelles a fait une analyse de la consommation de la culture, et on se rend compte, malgré les moyens que l'on met à disposition des acteurs culturels, des associations, que vous avez, en tout cas à peu près 28% de personnes qui sont des désengagés de la culture au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un chiffre plus ou moins global. Et puis vous avez... Qu'on conteste un peu. Qu'on conteste un peu, non, mais... Jean-Louis Genard de l'ULB trouve effectivement... Oui, mais sur quelle base, lui? Oui, il dit ça comme ça, intuitivement. Je veux dire, l'Observatoire des politiques culturelles a fait un vrai travail d'analyse. Ça lui semble surévalué. Non, mais M. Genard dit ça comme ça. Je veux dire, ça, c'est ce qu'il dit. Mais moi, je parle d'une analyse qui a été faite par des chercheurs universitaires qui ont mis en place un cadre de type scientifique pour analyser les choses. Et vous avez plus ou moins 14% de nostalgiques. Donc, c'est des gens qui sont restés, en fait, avec une consommation de la culture, mais qui est assez ancienne. Donc, c'est-à-dire qu'ils écoutent de vieilles chansons, des choses comme ça. Enfin, donc, voilà. Donc, ça vous fait un pourcentage de 41%. Quand je regarde sur Bruxelles, ça augmente. On est à 37% de désengagés. Donc, c'est des gens qui n'ont aucun lien. Donc, on voit une évolution dans le temps de cette augmentation, ou bien de l'effet de certaines politiques. Non, mais ça veut dire simplement qu'on est vraiment dans une situation qui, aujourd'hui, il est difficile de dire on va évaluer les dispositifs, par exemple, décrétaux qu'on a mis en place. Quand vous regardez le décret lecture publique. Moi, je l'ai fait voter en 2009, de la même manière que le décret sur les centres d'expression et de créativité, c'est en 2009 que je les ai mis en place. Et d'ailleurs, le centre de créativité, on vient seulement de faire passer l'arrêté d'application financier qui permettra vraiment de renforcer le financement de ce décret, parce qu'on était dans l'économie. Voilà. C'est trop tôt pour évaluer, alors que dans ces dispositifs, on a évidemment inscrit des obligations et des missions de service public de médiation culturelle vers les jeunes publics notamment.
Pas seulement, hein, les adultes aussi. Mais tout ça, évidemment, est essentiel. C'est la même chose pour le décret cinéma, où on a mis en place aussi des projets de sensibilisation vers les jeunes publics, avec le prix des lycéens du cinéma. C'est quelque chose de fantastique. Vous avez plus de 5000 élèves qui ont l'occasion de voir des films belges, de rencontrer des réalisateurs, et vous avez un espèce de star system qui se fait. Donc, est-ce que vous pensez que cette approche sociétale de la culture, qui est fondamentale, est-ce que c'est quelque chose, si la crise s'enracine, et c'est la dernière question, est-ce que c'est tenable sur le long terme? On voit dans beaucoup de pays européens à quel point on a coupé dans la culture. Est-ce que vous pensez qu'en Belgique, on peut, malgré tout, continuer à défendre, malgré la crise, cette approche sociétale? Je vais vous dire, moi, je pense fondamentalement, enfin, je suis même convaincue fondamentalement que il faudra vraiment éviter de toucher à la culture d'un point de vue budgétaire, comme on a d'ailleurs pu le faire de 2009 à 2014, malgré les économies. Et je voudrais vous parler en quelques mots du forum de Chaillot qui a été organisé par ma collègue Aurélie Filippetti, à Paris il y a quelques semaines. À la demande à la demande d'artistes européens, et dans le cadre notamment des élections européennes, un certain nombre d'artistes ont mis une espèce d'alerte sur les politiques culturelles en demandant que les États européens soient très attentifs au développement des politiques culturelles après les élections européennes de 2014. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans le débat, dans tous les pays européens, c'est comme ça, vous avez tout un débat au niveau culturel qui dit la culture, c'est vraiment un secteur de développement économique et social. Ce qui est vrai. Les industries culturelles et créatives, c'est une industrie importante. Au niveau européen, c'est 4,5% du PIB européen. C'est plus de 8 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur. C'est énorme. Donc c'est de l'emploi, c'est de l'argent qui circule et c'est de la créativité. Donc c'est un secteur qui rapporte. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus dire que la culture est un secteur qui coûte, qui ne rapporte rien, vous avez des mendiants qui viennent pleurer pour avoir des sous. Non, c'est faux. C'est un secteur qui rapporte. Mais malheureusement, que se passe-t-il? Et d'ailleurs, la Belgique, à l'occasion de la présidence, comme moi je présidais la réunion des ministres de la culture et de l'audiovisuel, c'était d'ailleurs une des priorités. Nous avions mis l'accent sur les industries culturelles et créatives en disant il faut continuer à développer ça et à mettre des moyens financiers importants. Mais alors, à quelle situation nous arrivons aujourd'hui? C'est que du coup, pour défendre le soutien et le maintien des budgets culturels, on met en évidence que cette dimension de participation à la richesse, de dire ça rapporte. Ça rapporte, donc il faut nous laisser les moyens, parce que sinon ça ne va pas aller. Et c'est là le danger. Et ces artistes européens qui ont signé cette pétition, et notamment les frères Dardenne, pour ne pas les citer, c'est de dire qu'à côté des industries culturelles et créatives, il y a la culture non marchande, qui est un facteur d'épanouissement, d'émancipation sociale. Et que même si ce secteur coûte à l'État, il faudra continuer à le défendre et à le soutenir. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Oui, je suis un peu longue, mais je vous remercie en tout cas. Je pense que c'est important de le rappeler. Une bonne parole de fin. Merci. Merci.